Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Mardi 6 septembre 2022, bonsoir ou bonjour, bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Les hautes institutions en place au Burundi proviennent des élections caractérisées par une absence de liberté politique et sans équité. Tout à l'heure, vous suivrez la cotation faite par l'organisation Freedom House. Les marchés de Mukoni et Chivali en province Muyinga sans eau potable ni infrastructure sanitaire. Les commerçants alertent sur le risque d'attraper des maladies. Et enfin, les Burundais réfugiés en Tanzanie continuent d'interpeller la communauté internationale. À Nyarugusu, la police tanzanienne poursuit son opération de démolition des stands et kiosques de ces Burundais. Voilà pour les principaux titres. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue, je viens de vous le dire, les élections qui ont permis la mise en place des hautes institutions politiques au Burundi ont été émaillées d'une absence de liberté politique et d'un manque d'équité. Cela transparaît dans le rapport intitulé « La liberté dans le monde ». L'organisation Freedom House attribue au Burundi une note de 1 sur 16 en ce qui concerne le processus électoral. Marie-Ange Irakodze nous fait le point. Le Burundi s'est vu attribuer une note d'1 point sur 4 sur la question de savoir si le président de la République actuelle a été élu à travers des élections libres et équitables. Dans son rapport de cette année 2022, Freedom House explique que la course au fauteuil présidentiel a été entachée d'une vaste campagne de répression qui, selon la commission d'enquête de l'ONU, incluait les services de renseignement, la police et les Imbonerakure. Toujours dans cette rubrique, l'organisation Freedom House déplore que le gouvernement CNDD-FDD ait interdit le travail des observateurs internationaux. De même, Freedom House souligne que les élections présidentielles de 2020 ont été contestées par le parti CNL qui a affirmé que les résultats étaient frauduleux, bien que la Cour constitutionnelle les ait finalement confirmés. Pour ce qui est des élections législatives, Freedom House donne au Burundi une note 0 sur 4. Cette organisation souligne le fait que la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, comprend 100 membres directement élus à la représentation proportionnelle ainsi que 23 membres cooptés pour s'assurer que les membres de l'ethnie Hutu détiennent 60% de la Chambre, tandis que les Tutsis en détiennent 40%. S'agissant de la Chambre haute, le Sénat, Freedom House rappelle qu'il est composé de 39 membres, dont 36 sont choisis par les élus locaux pour un mandat de 5 ans. 3 sièges sont réservés à l'ethnie 3. Ici, la dite organisation montre également que les élections à l'Assemblée nationale ont été caractérisées par une campagne de répression des groupes d'opposition, au sujet qui consiste à apprécier si les lois électorales sont mises en œuvre de manière impartiale par les organes chargés de la gestion des élections. Freedom House donne encore une fois au Burundi une note de 0 sur 4. Comme l'explique toujours cette organisation, la Commission électorale nationale indépendante se trouve sous le contrôle effectif du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Merci Marie-Ange Irakodze. De la politique, passons sans transition à la justice. Le procès des combattants du mouvement Red Tabara détenus à la prison centrale d'Omimba n'a pas eu lieu ce mardi comme prévu. Les informations recueillies dans cette maison carcérale font savoir que les juges du tribunal de grande instance Mouha n'y sont pas allés. Aucune raison ni le prochain rendez-vous ne leur ont été donnés. 23 personnes en tout sont concernées par le dossier.
17 ont été remis par le Rwanda en juillet de l'année passée. 6 autres ont été arrêtés au pays, accusés de collaborer avec le mouvement. L'audience de ce mardi était la deuxième. La première a eu lieu le 28 juillet de cette année, mais ce jour-là, les débats n'ont pas été faits car les détenus avaient des préalables à demander l'amélioration de leurs conditions de détention et le temps de se trouver des avocats. Mauvaise condition carcérale des femmes dans la zone Bwiza, c'est en mairie de Bujumbura. La maison qui sert de cachot n'est pas couverte sur une grande partie, censée être un lieu de transit avant d'être libérées ou envoyées dans d'autres prisons. Ces femmes souvent y passent la nuit, ce qui peut être à l'origine de différentes maladies. Le point avec Eric Nyonzima. Le cachot de la zone Bwiza se retrouve à la 4e avenue, non loin de la maison médicale. Selon les habitants de la zone Bwiza, le dit cachot n'a ni toiture ni la porte. Les détenus sont exposés au soleil sans aucune protection, comme le témoigne cet habitant. L'endroit où sont détenues les femmes et les filles est un hangar qui n'a ni toit ni porte et non plus de fenêtres. Plus étonnant, les détenus n'ont ni protection ni couverture en cas d'un soleil accablant. Imaginez-vous quelqu'un qui passe une journée sous le soleil durant cette période d'été sans aucune couverture. C'est très surprenant. Selon le règlement, personne ne devrait rester longtemps dans ce cachot, mais les détenus y passent souvent la nuit, voire des jours, alors que les bâtiments de cette maison carcérale ne sont pas dans de bonnes conditions. Elle passe des nuits à cet endroit. Moi, je m'y suis rendu hier car j'avais une personne incarcérée là-bas. Par la suite, on m'a dit qu'il y avait d'autres qui avaient été détenus l'avant-veille et d'autres encore qui viennent d'y passer presque une semaine. Ça m'a tellement étonné comment on peut incarcérer des personnes dans un endroit où il n'y a même pas de toit et je me suis demandé ce qui va arriver pendant la saison pluvieuse. C'est ainsi que se présente la situation. Les habitants de la zone Bwiza font savoir que les prisonniers de ce cachot risquent d'attraper des maladies suite à ces mauvaises conditions de détention. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune Mukaza, Renova Sindayihebura, pour s'exprimer là-dessus. Merci à toi aussi Eric Nyonzima et début ce mardi de la campagne de sensibilisation pour la course aux élections des membres du Conseil des notables de Colline. La campagne se fait jusqu'ici porte-à-porte. Dans certaines localités, il a été remarqué que les membres du parti CNL participent dans cette course. Cette campagne de sensibilisation devra prendre fin le 11 de ce mois et les élections des notables collinaires auront lieu le 12 sur toutes les collines du pays. Une transition avant de poursuivre avec ce journal. RPA. Les marchés récemment ouverts dans les localités de Mukoni et Chibali, en commune Muyinga, province Muyinga, n'ont ni eau potable ni latrine. Les commerçants de ces deux marchés demandent aux administratifs l'installation de ces infrastructures sanitaires pour éviter le grand risque des maladies des mains sales. Plus de détails avec Elvis Nyomongere. Le marché Mukoni se trouve en zone Muyinga. Il est situé à près de 2,5 km du chef-lieu de la province Muyinga, sur la route Muyinga-Gitega. Celui de Chibali se trouve en zone Munagano, également à 2,5 km du centre urbain de Muyinga. Notre source indique que ces deux marchés ont été ouverts depuis maintenant des semaines. Les habitants de la commune Muyinga ont salué la mise en place de ces infrastructures. Selon eux, le marché du centre urbain de Muyinga n'ont pas plus à contenir tous les commerçants qui désirent y exercer. Toutefois, les commerçants qui exercent dans les tout nouveaux marchés déplorent qu'il n'y a pas d'eau potable et de latrine dans ces deux nouveaux marchés, ce qui y vaut pour des agents, de même que ces commerçants vont tous se soulager dans les buissons situés tout près de ces deux infrastructures. Ce marché de Chibali est vaste. Certains estiment même qu'il est plus grand que celui de la commune Muyinga, mais il n'a pas ni latrine ni eau. Un autre marché est celui de Mukoni. Il est situé tout près de l'abattoir de Mukoni. C'est à 2,5 km du chef-lieu de la commune. Ce marché manque également d'eau et latrine.
Les commerçants de ces deux marchés demandent aux administratifs des installations de l'eau et la construction de la latrines pour la prévention des maladies liées aux mets salés. La rédaction de la LPA n'a pas encore joindre Amédée Misago, administrateur de la commune Muyinga, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Merci à toi Elvis. Nio Mungere, retour à présent à Bujumbura exactement, dans la zone Chibitoke, où les canaux qui bordent la route goudronnée qui traverse cette zone, route dite Igakanyoni, sont bouchés depuis plus de 4 mois. Cet état de choses fait que ces canaux ne déversent plus les eaux dans la rivière Nyabagere. La population environnante craint l'inondation, surtout que la saison des pluies approche. Onésime Dushimagidze. Les caniveaux d'eau usés sont bouchés de part et d'autre de la route goudronnée communément appelée Yakanyoni en zone Chibitoke, de la première à la 16e avenue. Ces caniveaux sont remplis de déchets de toutes sortes, des sachets, de bouteilles en plastique, des déchets ménagers et tant d'autres déchets se disputent la place dans ces caniveaux. Les propriétaires des restaurants, tout à côté déversent les eaux usées de la WC dans ces caniveaux. Le mélange de tous ces déchets dégage une odeur nauséabonde. La population environnante indique que les eaux usées qui émanent de ces canalisations profitent aux moustiques à l'origine du paludisme. Les détenteurs de restaurants et vendeurs du lait, tous déversent les résidus de leurs produits dans ces canalisations qui ne fonctionnent plus pour déverser dans la rivière Nyawagere. Ces eaux sont actuellement multicolores et pleines de saleté et d'objets usés ainsi que des moustiques. La population demande à l'administration de sensibiliser à l'entretien de ces endroits avant la saison pluvieuse. Il faut amorcer des travaux communautaires pour assainir ces canalisations, sinon avec la saison pluvieuse, la situation se compliquera davantage. Il faut que ces eaux usées se déversent vraiment dans la rivière Nyabagere. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre l'administrateur de la commune Nahango. Parlons agriculture à présent, plus de 130 000 bovins et petits ruminants avaient déjà reçu un vaccin au 28 août dernier dans le cadre de la lutte contre la fièvre de la vallée du Rift, selon le rapport de situation sorti ce lundi par l'Office de coordination des aides humanitaires OCHA. L'argent utilisé dans cette campagne de vaccination provient de l'aide d'1 million de dollars récemment débloquée par les Nations Unies via le Fonds central d'intervention d'urgence, CERF en sigle. Denis Claire Ilatkoumba nous en dit plus. Le rapport de situation sorti par OCHA fait savoir que la fièvre du Rift Valley s'est déclarée pour la première fois au Burundi en juin 2022. Jusqu'au 18 juillet 2022, 1600 bovins et petits ruminants avaient déjà atteint cette maladie, dont 628 qui ont décédé. 94% de ces cas sont originaires des provinces du Nord. Selon toujours le rapport de l'OCHA, le gouvernement a fait des efforts dans la lutte contre cette maladie en procédant à la vaccination du bétail, une activité qui a été initiée dans 8 provinces telles que Chibitoke, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muyinga, Ngozi et Gitega. En date du 28 août de l'année en cours, 130 766 bovins et petits ruminants avaient déjà reçu le vaccin. 2 agences des Nations Unies, la FAO et l'OMS, récipiendaires des fonds CRF, d'un montant de 500 000 $ chacune, mettent déjà en œuvre les activités. L'Organisation mondiale de la santé OMS a déjà lancé la commande des produits pour la pulvérisation des moustiques, vecteurs d'ailleurs de la propagation de la maladie. Elle organise également des campagnes de sensibilisation sur la maladie auprès des populations affectées et autres, du moins selon le rapport de l'OCHA. La FAO, de son côté, lit-on dans ce rapport, projette de conduire des activités pour le traitement du bétail avec des insecticides, garantir l'accès aux aliments d'origine animale saine et renforcer les capacités des vétérinaires, bouchers et vendeurs de viande. L'OCHA termine son rapport en indiquant que CRF a déjà contribué à apporter une réponse d'urgence à hauteur de 32 millions de $ à 102 projets au Burundi depuis l'année 2006 à nos jours.
Et enfin, hors de nos frontières, avant de clore ce journal, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu réclament l'intervention de la communauté internationale. Ce mardi, les policiers tanzaniens étaient munis de scie pour couper toutes les planches des kiosques trouvés aux alentours des résidences des réfugiés. Émile Nibasumba. Dans la petite matinée de ce mardi, les policiers tanzaniens ont investi les ménages des réfugiés burundais de Nyarugusu pour la 3e fois dans moins d'une semaine. Selon ce réfugié burundais, il portait des machines pour détruire les kiosques et des scies pour couper tous les bois et planches trouvés aux alentours pour éradiquer toute tentative de reprendre le commerce. Il dit que les réfugiés sont dépassés. Face à cette situation, les réfugiés burundais réclament l'intervention de la communauté internationale. Ce réfugié estime que les autorités tanzaniennes ont l'objectif de les contraindre à retourner au Burundi malgré les mensonges selon lesquels ils les sensibilisent pour un rapatriement volontaire. Ce réfugié estime que la misère à laquelle font face les réfugiés burundais en Tanzanie n'existe nulle part ailleurs. Nous n'avons pas pu joindre sur son portable le chef du camp de Nyarugusu, mais ce lundi, Siasa Manjenje a refusé de s'exprimer sur cette opération de destruction qui vise depuis 3 jours la partie burundaise du camp des réfugiés de Nyarugusu. Merci à toi aussi, Émile Nibasumba. C'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal du 6 septembre 2022. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Je vous dis au revoir, bonne soirée, bonne journée.